J'adore. En toute intimité. C'est toute une question. Je vous attends. Complice, le podcast. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux vous poser une question rapide. Est-ce que vous savez si votre comptable est un CPA, un comptable professionnel agréé? Parce que non, ce n'est pas automatique. Faire affaire avec un CPA, c'est choisir un professionnel encadré par un ordre, soumis à un code de déontologie, à de la formation continue et possédant une assurance responsabilité professionnelle. C'est votre filet de sécurité. Pour vérifier si votre expert est au tableau de l'ordre ou pour trouver l'allié de votre croissance, je vous invite à visiter le site de l'Ordre des CPA du Québec. Bon balado! Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un autre épisode sur Complice, le podcast, toujours en compagnie de ma charmante mère aujourd'hui. On reçoit quelqu'un, je vous dirais, qui représente une profession à laquelle on associe souvent aux chiffres. Mais moi, ce que j'aimerais dire, maman, c'est que derrière les chiffres, il y a de vraies histoires. Derrière les chiffres, il y a de vraies responsabilités. Il y a des histoires de leadership, de courage, d'obstacles, certainement de succès. Mais bref, ce que j'essaye de dire, I think you get the vibe, il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas derrière ces chiffres-là. Donc, notre invitée, je pense que maman aussi, tu as des choses à dire sur elle, hein, donc je vais te céder la parole, sinon je vais tout dire sur elle. Je te laisse pas cette parole-là, elle est à moi. Okay. Elle est à moi. Ben, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est véritablement un plaisir de rencontrer cette dame, je dirais, cette grande dame, qui est présidente et PDG de l'Ordre des CPA du Québec, qui représente quand même 40 000 membres, et qui est, et je suis fière de le dire, la première femme à ce poste qui a été nommée à seulement 41 ans en 2016. Je la trouve tellement humaine, tellement charismatique, mais tellement intéressante. Et je crois que vous allez apprécier tout ce qui va se dire dans ce podcast-là, parce qu'elle a énormément de choses à partager. Pour une fois, on va associer, je l'espère, une profession qu'on dit de CPA à quelqu'un qui n'a absolument pas le profil, comme on dit si bien, mais qui a la chanson. Bonjour Geneviève. Bonjour, quel plaisir d'être ici. Merci de la belle introduction. Vraiment, c'est touchant. Mais c'est vrai, c'est sincère. Depuis le jour où je t'ai rencontrée, j'ai été marquée par cette attitude que tu as. Ouais. Et ça m'a complètement comme frappée de voir à quel point tu as la prestance, mais tu as tout le reste. Tu donnes le goût de savoir plus, tu donnes le goût de comprendre, d'apprendre, d'être à tes côtés. C'est ça qui fait de toi la personne que tu es. Merci, c'est très gentil, mais on me dit souvent, tu n'as pas le profil d'une CPA. Exact. On ne pense pas, tu sais, en te voyant, tu n'as pas l'air d'une comptable. Et ma réponse à ça, mais je dis, c'est peut-être la perception que vous avez de ce qu'est un CPA qui n'est pas bonne et non pas qui ne fit pas le profil. C'est tellement vrai. Parce que c'est une profession qui est extraordinaire, qui a un champ d'expertise très, très vaste, mais qui est souvent perçue comme uniquement une profession de chiffres, comme une profession surtout masculine, oui. Peut-être dépassée. Absolument. Ennuyante à la limite. On a fait des campagnes publicité pour dire on est plate, mais en fait, on n'est pas plate. Donc, ça a des vieux stéréotypes qui nous collent à la peau et quand les gens me voient arriver, bon, je suis plutôt grande, je viens casser l'image un peu, oui. Tu sais, que les gens... Mais en fait, moi, je le fais avec une très grande fierté parce que ça a été un des mandats que le conseil d'administration m'a donné, c'était d'être le visage de la profession et de donner ce qui était une perception, une image différente de ce que le grand public pense et est un CPA. Et tu le fais très bien. Ben merci. Et tu le fais très, très bien. Avec moi, je dis tout le temps, c'est un grand privilège d'avoir mes fonctions. C'est une fonction qui est demandante. Oui. Gérer 42 000 comptables CPA, c'est quelque chose. Oui, on va en parler. Mais en même temps, c'est un grand privilège parce que ça donne une plateforme incroyable pour pouvoir faire valoir toutes les... D'abord, pour tout ce qui est protection du public. Hein, à la fin, un ordre, c'est là pour servir le citoyen, s'assurer que ses membres sont compétents et nos CPA sont partout dans la sphère économique, que ce soit
dans les grandes entreprises, petites entreprises, dans les garderies, dans les restaurants avec votre invité tantôt, il va vous dire qu'il y a un CPA. Je veux dire, oui, partout. Et donc, c'est un privilège de pouvoir contribuer à l'essor de la société québécoise en ayant mon rôle. Avant de rentrer dans le nitty-gritty là, que tu maîtrises très, très bien, Geneviève, de la profession de CPA, moi, je suis curieuse peut-être d'en savoir un peu plus sur Geneviève Motard, la femme. Tu sais, quand je t'ai connue, quand je t'ai découverte pour la première fois, je me suis posé la question suivante. Est-ce que tu es tombée dans la soupe parce que, je sais pas, le nid familial, your upbringing, je sais pas, ou est-ce que c'est une coïncidence de parcours que d'être devenue comptable? En fait, moi, je viens d'une famille de médecins. Mon papa était médecin, ma sœur est médecin, ma mère est infirmière. Donc, la comptabilité, là, c'était 0 puis une barre dans mon champ. Puis en fait, j'étais pas super bonne à l'école. Moi, tu sais, j'étais correcte, là, mais j'étais pas, là, tu sais, très, très, très douée à l'école. Bon, je suis pas mauvaise, mais... Fait que quand je suis arrivée au cégep, j'étais pas assez bonne pour aller en sciences, tu sais, où les sciences, je voyais mon papa qui passait sa vie à chercher des fonds de recherche. Mon père était médecin psychiatre. Il a passé sa vie à essayer d'avoir des fonds, avoir plus de personnel, à vivre avec des gens très, très, très malades. Puis je me disais, moi, ça va... Pas pour moi. La médecine, c'est... Bon, c'est pas pour moi. Fait que je suis allée dans le sciences sociales, le monde des affaires, en ne sachant pas trop ce que j'allais faire. Et même rendue à l'université, je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc, j'ai pris un bac en commerce, c'est très, très large. Et là, ça, c'est une histoire vraie. J'ai eu mon premier cours de comptabilité par une petite dame. Moi, là, pour ceux qui ne savent pas, là, je mesure 6 pieds. Ma professeure mesure à peu près 4 pieds. Elle s'appelait Eleanor Verbin, je m'en rappelle encore. Et là, elle m'a donné mon premier cours de comptabilité. Puis là, ça a été là, la lumière. Incroyable. Non. Je suis tombée en amour avec la comptabilité. Je sais que ça fait drôle de dire ça, mais oui, c'est possible de tomber en amour avec la comptabilité. Puis là, j'ai dit mais tu es peut-être tombée en amour avec celle qui a enseigné là. Oui. Mais pour la première fois, là, je voyais devant, comme Dorothée dans Le Magicien d'Oz, là, tu sais, mon petit chemin en briques jaunes. C'est incroyable. My Yellow Brick Road. Yeah. J'ai vu ça, puis j'ai dit, c'est ça que je vais faire. Fait que je vous le dis, ce soir-là, c'est vrai ce que je vous dis. Je suis rentrée à la maison, j'étais pas mariée dans le temps, mais je suis avec mon mari avec qui je suis encore aujourd'hui. Puis on était pauvres dans ce temps-là, étudiants, là, tu sais. On est allé au restaurant chinois du coin, tu sais, avec les tables. Non, les napperons en papier. Là, j'ai reviré le napperon, puis j'ai dit à Philippe, je vais être CPA. Puis l'année prochaine, je fais ça. Après, je fais ça. Je vais écrire mon examen. Je fais ça. J'ai fait mon plan, là, 5-6 ans. Puis j'ai dit, that's what I'm gonna do. Puis là, il m'a regardé, like, really? Tu vas être CPA. Ouais, c'est ça que je vais faire. Puis c'est ça que j'ai fait. C'est fait que je suis devenue CPA, mais c'était tellement pas dans mon registre. C'était vraiment pas mon plan de vie, mais j'ai tombé en amour avec la comptabilité. Mais ça a été une passion. Une passion. Une passion. C'est une profession qui est exceptionnelle. Tu sais, quand on dit des fois que on sait pas trop, on n'est pas bien, on se cherche. Mais je trouve que les gens se donnent pas assez la chance de faire, tu sais, d'essayer des choses pour que le haha moment arrive des fois. Moi, mon haha moment est arrivé dans la douche, alors que j'étais dans un moment de ma vie un peu comme toi, totalement perdue. Je pleurais. Je pleurais. Donc, c'est ça, les moments d'éveil. Et je trouve ça extraordinaire, ton histoire, parce que ça va certainement parler à beaucoup de gens qui, aujourd'hui, se cherchent. Ne savent pas. Mais qui stressent. C'est ça. Moi, ce que j'entends et ce qui est hyper intéressant de ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils se cherchent, mais il y a, on dirait, cette notion de temps. C'est comme si que la société les poussait à prendre des décisions. Je suis une maman de 2 adolescents. Et je vois You Too, right? Et je vois mon fils de 17 ans, quand tu lui demandes « Qu'est-ce que tu veux faire? » il comme « Mais j'ai juste 17 ans, I don't know! » Alors, de prendre des décisions de vie pour le cégep, c'est pas évident. C'est pas évident. Puis moi aussi, j'ai une fille qui va avoir 20 ans demain. Oh, wow! Demain. Et j'en ai une autre de 16. Et je leur ai dit, c'est dur.
Fait que fermez pas de porte. Donc, Evelyne, ma petite, a pris les sciences au secondaire, elle a détesté. Fait qu'elle dit, je ferai pas des sciences. Bon, voilà. Je ferai pas des sciences. Laurence, ma plus vieille, a adoré les sciences. Maman, j'adore la physique. OK, t'aimes la physique. Voilà. Fait que fermez pas de porte. Non. Mais j'ai dit à mes enfants, moi, j'ai pas trouvé ce que j'allais faire. J'avais 22, 23 ans. Là. C'est ça. Mon haha moment, là, il est venu. J'avais commencé l'université. C'est quand j'ai finalement eu mon premier cours de comptabilité. Fait que je pense que... Faut pas désespérer. Faut pas désespérer. Puis ce qui est difficile pour les jeunes aujourd'hui, c'est ce qu'on n'avait pas comme réalité, il faut leur donner ça. Ce qu'ils vont faire dans 4, 5, 6 ans, là, ces métiers-là n'existent pas aujourd'hui. Exactement. Alors que nous, on avait quand même... Tout à fait, un tracé. Des chemins prédéterminés. Médecin, architecte, comptable. C'est ça. C'était des professions libérales. Tracées, alors que là, c'est différent. Mais bon, alors là, j'en ai une, moi, qui s'en va en génie aérospatial. Elle est rentrée en génie aérospatial à l'université. Bravo! Mécanique aérospatiale. Et la petite va s'en aller peut-être CPA. Oh, elle va peut-être suivre les traces de maman. Peut-être, à suivre. On va voir si elle va aimer les chiffres autant que vous. Là, Geneviève, j'ai su que tu as été, je peux le dire comme ça dans mes mots, la police des auditeurs pendant très longtemps. Ouais. Tu as fait, tu sais, moi j'aime ça dire, tu as travaillé dans les plus grandes tours. Ouais. C'est-à-dire que je sais pas, c'est à toi de me dire si c'est un autre monde ou si c'est un peu une continuité de... Ouais, c'est un autre monde parce que en fait, le métier de CPA, c'est le métier sur lequel repose toute la gouverne du système financier. Hein? Donc, le système financier aujourd'hui s'assure que quand vous investissez, quand vous faites affaire avec une entreprise, ben les chiffres qu'elle vous présente, ça tient la route, là. OK? C'est pas de la bouillie pour les chats. Alors, les CPA, c'est ça qu'on fait. Et quand les CPA ne font pas leur travail, ben ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Absolument. On a vu des entreprises complètement s'effondrer à cause de fraude, d'audits malmenés et tout ça. Alors, il y a vraiment une pression du public investisseur sur la profession. Et nous, on est comme les chiens de garde. On est ces chiens de garde-là de la gouverne des marchés financiers. Et donc, quand on est celle qui s'assure que les CPA font leur travail, ben à la base, c'est un rôle que les gens n'aiment pas parce qu'on s'en va se mettre un peu le nez littéralement dans leur dossier, là, tu sais, de façon très intense. Puis on leur fait des recommandations, puis des fois, c'est de parler à hauteur. Fait que oui, c'est un métier qui est difficile, qui est demandant. Mais on m'a toujours dit, quand je faisais ce métier-là, you're tough, but you're fair. Donc, j'étais exigeante, parce que le public investisseur s'attend à ce qu'on soit exigeant. Je veux dire, si des audits sont mal faits, on peut avoir des effondrements, puis des gens peuvent perdre des millions, sinon des milliards de dollars. Fait que c'est important. Donc, il faut être exigeant, mais à la fin, on est humain. Absolument. Donc, les gens me disaient, t'es exigeante, mais t'es pas juste inhumaine. Tu es capable de faire la part des choses. Oui. Et donc, ça, je pense, ça a été de mes bonnes qualités. Tu à garder cet équilibre-là. Oui. Et ça, je pense, ça m'avait acheté un peu de crédibilité parce que des fois, quand on est régulateur, on applique une grille ou on applique une règle, puis il n'y a pas de nuance. Mais la profession, il y en a de la nuance. Absolument. À mon avis, ce sont des principes. Hein? C'est pas des règles, c'est des principes. C'est une profession qui repose sur des principes, pas des règles. Très différents des Américains, par exemple. Alors, il y a de l'humain là-dedans, puis on m'a toujours dit, t'es tough, mais t'es fair. C'est, je pense, la nuance qu'il faut ramener, parce que moi, j'ai toujours dit qu'en affaires, ce qui fait la différence entre un recrutement d'un professionnel, CPA ou autre, et une collaboration, un partenariat, c'est lorsque tu choisis la personne pour ses compétences et sa spécialisation, mais parce qu'ils ou elles sont investis dans ton entreprise. C'est-à-dire que humainement investis. Et on doit le dire, on a eu la chance d'être accompagnés par des CPA qui sont des gens qui, pour eux, je le savais, je le sentais, l'entreprise était hyper importante. Et donc, c'était pas juste d'arriver, puis de regarder les chiffres, puis de nous donner, c'était le conseil, l'écoute, la recherche de solutions. C'est pour ça que je tenais absolument à ce qu'on t'entende. Parce que souvent, on dit, on parle des avocats, et puis on parle des comptables, et on dit c'est des mots, MAUX, nécessaires. Non, c'est pas des mots nécessaires, c'est véritablement des professionnels qui sont à la place pour faire en sorte que nous soyons protégés quand on le comprend bien. La même chose avec les banques. Exact. Quand tu sais à quoi t'attendre, ben tu sais à quoi t'attendre. Puis on est d'accord ou pas, c'est ça. Donc moi j'ai des bons côtés, des mauvais côtés, mais à la base, on a un système, puis il faut l'utiliser.
Mais exact. Et la profession est là comme ce chien de garde-là. Oui. Mais aussi dans l'accompagnement. Tu sais, souvent, on nous dit, les CPA, vous êtes devant vos ordi à faire des chiffriers Excel, là. Mais c'est exactement là où est-ce que j'allais t'emmener, Geneviève. On dit souvent qu'un CPA, puis là, on rebondit sur ce que Daniel disait. C'est une dépense, mais en fait, un CPA, c'est un partenaire. C'est un partenaire. Puis c'est quelqu'un, moi, je dis tout le temps, le CPA, là, c'est le chef d'orchestre d'une entreprise. Il y a peu de métiers, les avocats un petit peu, mais qui voient tous les aspects d'une société. Exactement. Tu sais, son CPA, là, il va avoir les ventes, il va avoir les ressources humaines, il va avoir le légal, puis qu'à la fin, il faut mesurer tout ça. Donc, tu sais, alors ton CPA, il y a une vision 360 de ton entreprise. Et la sphère de compétences de la profession est mal connue. Souvent, on dit, c'est faire des déclarations, tu sais, la déclaration d'impôts, là. Ben oui, donne-moi les états financiers, tiens mes factures, mais c'est au-delà. Mais non, mais c'est beaucoup de l'accompagnement, c'est beaucoup du conseil, c'est beaucoup de la stratégie, de la technologie, parce que le CPA est un des seuls dans une entreprise ou dans une famille qui a cette vision 360. Exactement. Ouais, et ça, c'est mal connu parce que les gens pensent que ce qu'on fait, c'est beaucoup de la conformité, de la tenue de livre. Pas que. Puis même, tu sais, je dirais, la technologie puis l'intelligence artificielle va faire en sorte que ça va réduire beaucoup ou rendre ça beaucoup plus efficace qu'on pourrait faire à la main. Et donc, ça va permettre à la profession de jouer ce rôle de conseil, de chef d'orchestre, d'aider à voir venir les choses, de prévenir des choses. Donc, c'est votre partenaire essentiel pour le succès d'une entreprise. On l'a dit, mais arrête, laisse-lui le temps de raconter son parcours. Elle veut juste une chose, parce que t'es la première femme. Bon, je vais lui donner ce qu'elle veut, là, ma mère. Geneviève, t'es arrivée comme étant la première femme. T'es contente, là, tu souris. Oui. Au poste de PDG à l'Ordre des CPA, comptables professionnels agréés du Québec. C'est certain, tu sais, ça a l'air hot, ça a l'air puissant, ça a l'air fort de dire la première femme. Ouais. Mais moi, je dis toujours, il y a toujours deux côtés à une médaille. Bien sûr. Donc, je suis sûre que tu vas peut-être nous donner l'autre côté qu'on ne voit pas. Ça vient avec son lot de responsabilités, mais ça vient certainement avec un lot de pression. D'abord, c'est venu avec un lot d'humilité. Moi, je trouve qu'être à la tête d'un ordre dont la mission, c'est protéger le public, c'est une mission qui est noble. Et donc, il faut prendre ça avec beaucoup d'humilité. Ça a attiré l'attention un petit peu. Tu sais, comme première femme, là, ça a attiré l'attention. Parce que ce qui était particulier aussi, c'est que le contraste avec mon prédécesseur était quand même criant, là. Okay? Mon prédécesseur était un homme, donc quand même plus âgé que moi, désolé Daniel, académique, plutôt académique, bon, un profil, et à Geneviève Motard, donc j'avais 41 ans. C'est fou. Tu sais, fonceuse, tu sais, bon. Alors, le contraste était quand même assez intense, et j'ai dit au conseil, avant d'accepter le poste, vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez, là, OK? Je connaissais parce que tu le savais. Parce que j'ai dit... si ce que vous voulez, c'est de la continuité, c'est pas la job pour moi. Avec tout le respect que j'ai pour mon prédécesseur, c'était un moment différent dans la profession. Il a fait une job exceptionnelle. Mais il y avait un virage à faire. Absolument. Et donc, j'ai dit au conseil, vous êtes bien sûr que c'est ça. Oui, on veut du changement. Mais je dis, il y a du changement. Et changement. Radical. Alors, j'ai dit au président en entrevue, alors, ils ont fait tout leur processus. Bon, à la fin, ils disent, OK, c'est toi. Je dis, OK, c'est moi. Voici mon plan, 90 jours. Voici qui je garde. Voici qui ne va pas survivre à mon arrivée. Voici, je pense, où on s'en va. Et je dis là, Alain Dugal, à qui je dois un gros crédit, fais tes devoirs, puis assure-toi. Parce que moi, je ne veux pas être assis dans la chaise et que là, quand j'arrive, tu me dises, that's not what we agreed. Yeah. Alors, il a fait ses devoirs. Et il a dit, OK, on a un deal. Fait que moi, je suis arrivée avec toute la légitimité d'avoir dit ce que j'allais faire. J'aimerais rebondir là-dessus, si tu permets. Bien sûr. Souvent, on me pose la question, Madame Henkel, comment on fait pour prendre sa place? Puis, Madame Henkel, comment on fait pour prendre la place aussi sur un conseil d'administration ou tout simplement à la tête d'une organisation? Parce que c'est pas toujours simple. Et tu viens d'y répondre. Ce que j'aimerais revoir et relancer, c'est tu n'avais aucun signe de ce qu'on appelle, comment on l'appelle ça déjà? Le syndrome de l'imposteur. Voilà. I knew where I was going. Déjà là. Pour toi, avant même de commencer,
tu les as prévenus. Ouais. Tu as dit quelles étaient tes intentions, mais pour le bien de tous. C'est ça qui est le leur et le mien. Mais c'est ça que je viens de dire. C'était pas je veux pour bien faire. Je veux pour que l'institution puisse. Mais voici mes énoncés. Donc tu as été clair, tu as énoncé tes 90 jours et tu as dit ce que tu allais faire comme changement. Alors tu as laissé le choix. Absolument. C'est ça qui est extraordinaire. Et j'ai dit à Alain, si vous décidez, si le conseil décide que c'est pas ça que vous voulez, I'm okay with that. Mais c'est ça. Mais moi, j'avais un plan. Moi, je pensais que Lorde avait besoin de prendre des virages, de se rajeunir, de faire un peu différemment. Encore une fois, t'as fait tes devoirs. Je suis péjorative avec ce que Daniel a fait, mais j'ai fait mes devoirs. Oui, exact. Et c'était très clair pour moi où il fallait s'en aller. Puis la pire affaire qui aurait été pour Lorde, et pour moi, c'est de m'asseoir dans la chaise, puis après ça, de dire... C'est plus ça qu'on veut. C'est pas ça. Oui, c'est pas ça qu'on veut. J'aurais été misérable et l'organisation aurait été misérable. Quel a été ton principal défi? Je peux pas croire que ça a été un parcours sans embûches. Je suis sûre que tu as eu des défis à relever. Deux, je dirais. Oui. On essaie de ne pas être politique, mais on est un ordre. Oui. Et un ordre, c'est redevable au gouvernement. Oui. Donc, on devient une créature politique. Absolument. C'est vrai. Comment faire avancer les dossiers, ça devient un processus politique. On est tributaire de l'agenda législatif. Donc, tu sais, ça a été un de mes plus gros défis parce que le monde change, la profession change. Il faut changer la façon dont on opère, nos règlements, notre cadre législatif. Et ça, on est tributaire d'un appareil gouvernemental qui n'est pas agile, au provincial, là, qui est en train de... qui a au moins reconnu ça dernièrement là, avec notre ministre et qui est en train de dire, OK, là, on va changer les choses, ce qui est bien. Donc ça, c'est très gros défi. On devient à essayer de prendre des décisions politiques alors que j'aimerais juste prendre des décisions pour la protection du public, mais ça, c'est pas possible. Et je vous dirais, tout le volet fédéral-provincial, ça a été un défi. Le milieu des ordres, c'est mal connu. Le cadre législatif unique du Québec, la langue unique du Québec, des fois, par des organisations fédérales, je suis sûre que Madame la sénatrice pourrait en discuter largement. Oui. C'est mal connu. Oui. Et donc, comment faire fonctionner ça, ça a été des grands défis. Des grandes leçons de vie. Des grandes leçons de vie. Ouais. Donc, il a fallu jouer du coude d'une fois. Il a fallu très fort. Très fort. Très, très fort. Parce que la machine est faite pour ne pas être changée. C'est ça. La machine est forte. La résistance au changement, elle est très profonde. J'aime pas dire ça, mais le Old Boys Club, il est encore très fort. Absolument. Absolument. Et donc, quand on a pris des décisions difficiles, qui reposaient sur des bases de gouvernance solides, des bases économiques solides, ça a été, c'est parce qu'elle est une femme. Exact. Puis on n'est pas capable de s'entendre. Ça a été parce qu'elle est trop intense, parce qu'elle est émotive. Je les ai eus, là. Oui, les adjectifs liés aux femmes. Ça a été les attaques personnelles dans les médias. Ça a été, absolument. Quand on casse, quand on shake les colonnes du temple, puis qu'on fait différemment. Une chance que le gouvernement Legault, je vais lui donner ça, a été derrière moi. Ils ont été exceptionnels. Notre commissaire à l'admission, tout le monde a été derrière nous. Yes. Mais on les a eus, ces arguments-là. C'est parce que t'es une femme, c'est du crépage de chignon, t'es trop intense, t'es pas capable de s'en... Alors que... les émotions, encore une fois. Pas ça du tout. Ça nous colle à la peau. Mais comment... Absolument. Comment on traverse ça, en fait, Geneviève? En ayant des alliés. Moi, j'ai une alliée incroyable qui a été ma collègue en Ontario. D'abord, avec l'équipe de l'ordre. Oui, bien sûr. Les employés ont été... J'ai une équipe exceptionnelle, puis je sais que tous les PDG vont vous dire ça, là, mais c'est vrai. J'ai une équipe qui est imbue de la mission. La mission de protection du public, les gens qui viennent travailler à l'ordre, c'est des gens qui ont le citoyen sur le cœur. Madame la sénatrice est au Sénat, c'est la même chose. Elle a le citoyen sur le cœur. Donc, les gens qui viennent chez nous ne cherchent pas les profits, ne cherchent pas la gloire. La gloire, c'est des gens qui sont au service dans l'ombre, en plus. Et dans l'ombre. Et dans l'ombre. La majorité. On travaille dans l'ombre. Ce qu'un ordre, ça fait, ça paraît pas. C'est pas glamorous, c'est pas dans les journaux. Non. C'est bon. Alors, c'est des gens qui travaillent d'arrache-pied pour le citoyen, à protéger le citoyen. Ça a été exceptionnel. Quand j'ai expliqué ce que je faisais, les gens ont été
tous derrière moi. Ouais. Et il me le dit souvent, on sait que tu vas au front pour nous, on sait que c'est toi notre leader, on sait que c'est toi notre capitaine. Et là, les gens disent, mais tu sais, Geneviève, on est derrière toi, on sait que c'est dur. Les gens sont d'une loyauté envers moi. Moi, je suis tout le temps bien émue de ça me fait capoter. Mais ils comprennent, c'est parce qu'ils comprennent. Ouais. Puis le conseil a été derrière nous aussi. On a tu sais, un conseil très exigeant chez nous. Oui. Mais qui nous a fait faire what if. C'est bien. C'est tous les scénarios, les analyses de risque. Ça, j'ai une équipe qui nous a tout bâti ça. Fait que le conseil a été derrière moi. Puis après, ça a été d'avoir des alliés. J'ai eu la PDG de l'Ontario, le conseil de l'Ontario avec qui on a pris des décisions difficiles. Celle de l'Alberta aussi. On est toutes des femmes en passant. Fait que ça, c'est vraiment bien dans la profession. Puis ça a été avec ces alliés-là. Parce que sans ça... Sinon, mais c'est ça. Ah non, sans ça, la machine nous démolit. C'est changer le cadre législatif, changer la façon dont les professions fonctionnent. Tout ça. La profession de CPA, ça a été souvent et longtemps mené par des hommes d'une autre génération. Avec des idées bien arrêtées, avec des façons de faire. Vous savez, souvent on nous dit « It's working, why to change it ?» Mais quand ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on doit changer? Oui, on doit changer, on doit s'adapter. Et vous arrivez avec un vent de changement. D'abord, vous êtes jeune, vous n'êtes pas issu de la vieille école. Non, pas du tout. Puis le but ultime, tu l'as dit Geneviève, tu veux améliorer les choses pour les citoyens, mais en même temps pour la profession qui doit être reconnue et respectée. Ouais. Donc ton rôle, il dépasse. Absolument. Il dépasse Geneviève. Oui. C'est pas Geneviève. Tu portes sur tes épaules quelque chose de bien plus grand. Et ça, je porte ça. Moi. Oui, absolument. Ça là, Nawel, tu disais, est-ce que ça vient avec une pression? Oui. Moi, je porte ça. Oui. Moi, cette responsabilité Elle te tient à cœur. Protéger le citoyen, de prendre là, on a travaillé avec le gouvernement, par exemple, sur toute la maltraitance des personnes âgées. Oui, on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur la loi sur la curatelle publique des personnes vulnérables. Donc, c'est des dossiers qui te tiennent à cœur. Me tiennent à cœur parce que ce sentiment-là là, d'être dans l'intérêt du citoyen, c'est dur à porter. C'est dur à porter, surtout que des fois, la profession, souvent, pense qu'on est là pour agir dans leur intérêt. Exact. Donc, comment concilier ça? Des fois, c'est pas évident. Comment faire plaisir aux deux? Ce que je trouve intéressant, Nawel, c'est que nous, on a créé ce podcast parce que vient avec le mot impact. Ouais. On tient à recevoir des gens qui sont souvent peu connus ou mal connus. Ouais. Des fois, c'est juste le front. Sure. Je trouve que c'est important ce qu'on fait et ce que tu viens de dire parce que ça démontre l'impact. Ouais. On est un podcast d'impact. Tu viens de démontrer l'impact que tu peux avoir en changeant les règles, en changeant la législature, en changeant la mentalité. Ouais. C'est tout un changement de fond, mais il faut tenir. Et pour ça, tu l'as dit, ça prend des alliés. Exact. Il faut rallier. Absolument. Et il faut allier. Et ça prend du temps et de la patience. Et là-dessus, Absolument. je vais le répéter suffisamment longtemps, on n'accomplit rien en claquant des doigts. Ça prend de la patience et de la cohérence. Parce que je m'excuse. Et ça prend un conseil d'administration qui veut ça. Moi, on m'a donné cette mission-là. C'est ça. Quand je suis arrivée, pourquoi moi? C'est pourquoi moi? Oui. C'était parce qu'on veut que tu sois la face de la profession, on veut que tu donnes une image. La profession comptable n'avait pas comme culture de lever la main, de prendre sa place, de se faire connaître. Les avocats font super bien ça, par exemple. Absolument. Nous, on faisait pas ça, les CPA. Et donc, au début, on a dit, mais comment on va faire ça? Fait qu'on a dit, on va commencer à intervenir en commission parlementaire, donc aller se prononcer sur des projets de loi. Puis je vous conte l'histoire parce qu'elle est vraiment cute. Alors, la ministre Charbonneau, dans le temps, sort en disant on va créer un projet de loi pour traiter des enjeux de maltraitance des personnes âgées. Oui. Et ça, c'était suite aux histoires d'horreur que vous avez entendues dans les hôpitaux, CHSLD et tout ça. Mais on va traiter de tous les aspects de la maltraitance d'une personne âgée. Alors, mon équipe dit, écoute, la protectrice du citoyen vient de nous dire que la maltraitance financière, c'est la plus grande forme de maltraitance. Donc, c'est-à-dire que c'était même pas reconnu comme de la maltraitance au début. Donc, l'abus financier, à ce moment-là qu'on appelait ça comme ça, c'était
très, très prévalent partout parce qu'on a une génération chez nos parents, nos grands-parents qui sont quand même assez bien nantis, mais qui ont peu de notions financières. Exact. Beaucoup de femmes veuves, donc vulnérables, parce que pendant longtemps, leur mari gérait les finances. Donc, on avait une génération là, qui s'y portait à ces abus-là. Et donc, on a travaillé avec la protectrice du citoyen pour me monter un dossier. Et là, je me fais inviter en commission parlementaire. Mais là, c'était vraiment comique parce que là, c'était les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, les psychologues. C'était tout le monde de la santé. Et là, l'ordre des CPA arrive, tu sais. Fait que là, la ministre Charbonneau... On dirait que ça sort du lot, là. Ça sortait complètement du lot. Mais là, moi, c'est la première fois que je me pointe en commission parlementaire. Et là, je m'en vais voir la ministre pour dire, Madame la ministre Charbonneau, votre projet de loi, il est pas bon. Parce qu'il n'a pas inclus l'aspect financier. Et là, je déballe mon sac avec toutes mes statistiques de protectrice du citoyen, de toutes les situations d'abus. Puis là, je vois la pauvre ministre, elle s'effondre sur sa chaise. Parce que là, elle a réalisé qu'elle a manqué ça gros comme le bras. Là, les oppositions se jettent sur moi. J'étais devenue leur meilleure amie. Oui. Fait que là, la ministre Charbonneau, elle me dit, Madame Motard, là, est-ce qu'on peut travailler avec l'ordre sur l'aspect financier? Bien sûr. Et donc, le lendemain, j'ai donné je sais pas combien d'entrevues parce que là, ça parlait aux citoyens. Tout le monde a entendu parler du petit-fils qui pige dans le compte de banque de sa grand-mère. Et là, elle m'a rappelé, la ministre, en me disant, on va mettre quelque chose dans le projet de loi, ne t'inquiète pas, tout ça. Bon, le projet de loi sort, il n'y a rien dedans. J'étais découragée. J'ai dit, voyons. Il n'y a rien sur la maltraitance financière. Je dis, comment ça? Je l'appelle. Elle dit, oui, je savais que vous alliez m'appeler. Oui. Elle dit, c'est trop gros ce que vous m'avez dit. On va le faire un projet de loi spécial. C'est Et magnifique. donc, elle a mis une table ronde avec l'AMF, les avocats, les notaires, nous autres. On s'est tous assis ensemble, puis on a fait, reconnaître la maltraitance financière. Comme étant véritablement la maltraitance. Et on a mis tous les mécanismes en place. On a travaillé avec même la loi sur le curateur public. Donc, tu sais, ça a été un dossier où là, la profession a pris sa place. A fait valoir toute la c'est un virage important. Valeur. Il y a eu un virage important. Et là, ce que ça a créé, c'est soudainement, les gens ont arrêté de dire, c'est qui? Vous êtes qui, vous? C'est ça. On a un projet de loi sur l'agence de crédit. On a un projet de loi sur la loi sur les copropriétés. On a un projet de loi sur... Alors là, tout ce qui venait toucher les sphères de la profession, soudainement, les gens venaient cogner chez nous. Et voilà. Puis j'ai engagé l'ancienne ministre de la Justice aussi dans mon équipe. Ça, c'était un bon coup. Donc, qui travaille avec nous. Puis elle a toute une équipe. Nos équipes de com, notre VP de com est extraordinaire. Et là, on a créé un appareil dont la responsabilité, c'est de commenter, écrire, traiter, venir voir les projets de loi où la profession est impactée. Mais c'est génial. Ce qu'on dit ici, en fait, Geneviève, tu me corriges, tu sais, moi, je me suis dit, les CPA ont quand même un rôle à jouer pour rendre la société plus juste. Oui, absolument. Mais tu me comprends quand je dis plus juste. Moi, dans ma tête à moi, je parle de littératie financière. Oui, absolument. Alors, tu sais, ça serait intéressant de t'entendre parce que le public, là, les auditeurs, auditrices qui nous entendent, ceux qui nous regardent, je veux dire, il y en a qui... Tu l'as dit tantôt, c'est pas juste de la génération de nos grands-parents ou de nos parents. C'est réel aujourd'hui pour plusieurs. Oui. On n'a pas cette littératie financière assez présente pour nous éduquer, pour nous aider. Et ça aussi, je pense que l'ordre a un rôle à jouer là-dedans. Absolument. Donc, la finance, c'est complexe. La comptabilité, c'est complexe. La fiscalité, c'est complexe. Puis, je le compte souvent, cette histoire-là, mais l'année où la loi fiscale a été simplifiée, elle est passée d'épais comme ça à épais comme ça. Elle a triplé de grandeur alors qu'elle devait être simplifiée. Tu sais, juste pour les personnes âgées, il y a des dizaines de nouveaux crédits. Tu sais, on finit par s'y perdre. Et donc, c'est normal que le citoyen, je dis tout le temps Madame Panet de la rue Panet, là, le citoyen normal, c'est tout à fait compréhensible qu'il soit perdu dans tout ça. Et donc, c'est là l'importance de se faire accompagner par des CPA, non pas des comptables, mais des CPA, et nous, on a ce rôle-là d'éduquer le public, on essaye de le faire, mais à la base, c'est complexe. Donc, chaque année, par exemple, on fait des ateliers, on a travaillé avec les bibliothèques pour faire des ateliers gratuits d'éducation financière. On publie un livre qui s'appelle « Réduisez vos impôts ». J'ai travaillé avec Pierre-Yves McSween, qui est un bon ami à moi aussi, à faire toutes sortes j'en fais une entrevue avec lui là, bientôt. On essaie d'avoir des initiatives grand public. J'ai fait des capsules avec Protégez-vous, par exemple. Notre équipe a fait des capsules avec Protégez-vous. Donc, essayer d'amener une notion de base
financière pour au moins savoir comment poser les bonnes questions. Parce que souvent, on est tellement loin, c'est loin, complexe. Bien sûr, oui. Les gens ne savent même pas comment poser des questions. Donc oui, puis là, dans notre plan stratégique, on a justement de lancer un programme renouvelé d'éducation financière, d'accompagner les jeunes. Nos jeunes, aujourd'hui, c'est complexe, le monde de la finance. Mais oui, on a un rôle à jouer et c'est quelque chose qu'on prend très à cœur. Très bien. Et puis, tout à l'heure, on parlait tu as mentionné à plusieurs reprises ton conseil d'administration. Ouais. Mais là, pour le commun des mortels, hein, comme moi, par exemple, c'est quoi je sais qu'il y a une différence entre un ordre professionnel et un conseil d'administration privé. Oui, alors. On est d'accord. Mais essaye de nous le vulgariser et de voir c'est quoi les défis au niveau de la gouvernance, en fait, que tu peux vivre des deux côtés. Alors, un ordre, souvent, c'est une bébite spéciale. Ça existe juste au Québec. Hein? Ça, cette architecture mais c'est important que tu le mentionnes. Du système professionnel, c'est seulement au Québec que ça existe. Alors, ce qui est arrivé, c'est que dans les années 70, le gouvernement a dit, nous, on va déléguer nos pouvoirs de réglementer les professions libérales à des créatures qu'on va appeler des ordres. Donc, c'est une délégation de pouvoir législative du gouvernement envers le conseil d'administration de l'ordre. Et ce conseil-là, donc, a des pouvoirs dans la loi, dans des règlements, d'encadrer la profession comptable. Pour faire ça, il nomme Geneviève Motard, une présidente, donc qui va avec l'ensemble du personnel de l'ordre, j'ai quand même 220 employés, qui encadrent cette profession-là. Alors, je trouve tout le temps le rôle du conseil difficile parce que le conseil, c'est une délégation de pouvoir de l'État. Et en même temps, donc, c'est une responsabilité très importante. Mais en même temps, c'est moi qui gère les affaires de l'ordre. Et moi, je veux pas que mon conseil rentre dans ma cuisine. Alors, cette dynamique-là, c'est la dynamique typique d'un conseil d'administration où la direction veut de l'autonomie, mais le conseil est redevable. Alors, chez nous, on a des mécanismes très forts de reddition de comptes, d'évaluation, d'objectifs. Et ensuite, on a l'État qui se met le nez dans exact. Donc, et la pression, quand je dis, moi, je porte ça, moi, je veux que l'ordre, je dis toujours à l'équipe, il y a 46 ordres au Québec. Hein? C'est une immense machine. Il y a 400-500 000 professionnels. Moi, je veux être un ordre exemplaire. Moi, je veux pas faire Paul Arcand ou... oui, exactement. Passer à... Exact. Moi, je veux être un ordre exemplaire. Je veux être un ordre leader dans le système professionnel. Donc, je pense qu'on a fait ça envers nos collègues des autres ordres. Mais c'est un défi parce que le système professionnel a été conçu dans son architecture actuelle dans les années 70. Absolument. Ça a diamétralement besoin d'être changé. Et encore une fois, si je peux évoluer. Il faut évoluer. De changement. Oui, on parle de changement, mais encore une fois, si je dois résumer ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est des points importants comme qui on choisit pour représenter d'abord. Est-ce que ce sont des intérêts personnels ou des intérêts qui vont servir non seulement la mission de l'institution, peu importe quelle qu'elle soit, mais en même temps l'entente avec un conseil d'administration, parce qu'un conseil d'administration est là pour poser les jalons, voir à la stratégie et voir à l'exécution de cette stratégie-là, et il est redevable. Ouais. Donc, il y a un transfert aussi de responsabilité. Donc, encore une fois, est-ce qu'on est clair dans nos demandes, mais dans nos attentes et dans nos livrables? Est-ce qu'on est conscient des responsabilités mutuelles, collectives? Et troisièmement, mais est-ce qu'on veut être leader de changement? Et si on veut être leader de changement, à ce moment-là, on ne devient pas juste unique, on entraîne avec soi. Et pour ça, il faut une gouvernance qui est impeccable. Et moi, ma carte, ça a été la transparence. Et voilà. Et moi, j'ai toujours dit à mon conseil, quand ça va bien, je vais vous le dire. Oui, et quand ça va pas, dire aussi. Je vais vous le dire. Quand je vais être à Paul Arcand, vous allez savoir d'avance. Et là, je vais rebondir sur l'entrepreneur et les entrepreneuriats. L'entrepreneuriat, c'est, je leur ai toujours dit, avec une banque, n'attendez pas que ça aille mal. Absolument. Dites-le, et avec votre CPA, attendez pas que ça aille... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non. Attendez pas que ça aille mal. Ils sont là pour... Quand tu sais que ça va probablement aller mal pour toutes les raisons que tu connais, préviens à l'avance parce qu'il y a toujours des solutions. Absolument. Et tu vas gagner la confiance. Parce qu'une fois que ça va mal, c'est trop tard. Une fois que ça va mal, c'est trop tard. T'as plus de levier. C'est trop tard. Voilà. Exact. Voilà. Avec
j'aimerais qu'on parle d'intelligence artificielle, j'aimerais qu'on parle de technologie, parce que je me dis, avec l'arrivée de la technologie, est-ce que la profession n'est pas en danger? C'est-à-dire, est-ce que dans 10 ans, j'aurai encore besoin d'un humain pour faire mes impôts? Est-ce que j'aurai besoin d'un humain pour me conseiller avec ma PME? Comment tu vois la prochaine décennie par rapport à la profession aujourd'hui? Moi, je suis une éternelle optimiste, mais ce que je dis toujours, c'est ça serait se mettre la tête dans le sable de penser qu'on ne sera pas touché. Okay? Ça, c'est sûr. Ceci étant dit, la sphère de la profession, ou pourquoi les gens vont voir un CPA, c'est pour avoir du conseil, c'est pour avoir des stratégies, c'est pour avoir de l'accompagnement. Et ça, on est loin des intelligences artificielles qui vont faire ça. Mm-hmm. Est-ce qu'une intelligence artificielle va pouvoir t'aider à faire ton étude de marché, à faire de la conformité, à aider à ta déclaration d'impôt? Bien sûr. Mais une intelligence artificielle ne peut pas savoir que tu es aidante naturelle à ta mère qui est malade, ne peut pas savoir que tu as rénové ton chalet puis qu'il y a un crédit pour le logis vert. Peut pas. Donc, l'intelligence artificielle va donner des opportunités à la profession. Je dis tout le temps d'enlever la job plate. Oui, la profession, oui, absolument. D'enlever peut-être la job de gros bras administratif, de redondante, de tenue de livre et tout ça, et va permettre au CPA de jouer un rôle conseil. L'exemple que je dis toujours, c'est vous êtes un manufacturier de pneus au Québec, puis là, vous voulez changer votre manufacture, de l'amener au Québec, vous l'allez en Chine, parce que c'est moins cher en Chine. Fait que vous pouvez demander à votre intelligence artificielle de faire toutes les études de marché, combien ça va coûter, où sont les usines, ça va être quoi mes coûts de production, tout ça. Mais à savoir, est-ce que l'entreprise est mature pour faire affaire en Chine? Est-ce qu'on a les reins financiers assez solides? Est-ce qu'on a une question d'éthique parce que c'est en Chine? Ça, c'est des questions de votre CPA. Puis ça, on est loin d'une intelligence artificielle. Est-ce qu'on connaît toutes les structures? Alors, les structures financières et autres, absolument. Alors, c'est pas... une intelligence artificielle, ça va être un outil. Si, je dis tout le temps au CPA, si tout ce que vous faites, c'est des déclarations d'impôts de vos belles-mères dans vos sols, ça, c'est peut-être pas une winner comme stratégie à long terme, tu sais. Mais je pense qu'on est loin des intelligences artificielles qui vont anéantir la profession. On annonçait la mort de la profession avec les ordinateurs. C'est pas ça qui est arrivé, hein? Non, c'est pas là. Donc, encore une fois, on revient à dire un peu la même chose. On va utiliser l'IA au service de l'humain. Exact. Ça va être ça sera toujours ça. On l'utilise au service de l'humain. Donc, finalement, le CPA va devenir un peu un psychologue de l'argent. On l'est déjà un peu. Juste un mathématicien. C'est ça, non? Un peu un psychologue de l'argent. Mais on a mis ça dans nos grilles de compétences. Là, on est tout en train de refaire notre programme de comment on devient CPA aujourd'hui, toutes les compétences dont vous avez besoin. Et on met beaucoup plus l'emphase sur les aspects, parce que l'intelligence artificielle, la technologie, le conseil, la communication, parce que c'est pas vrai qu'un CPA, c'est juste quelqu'un qui fait des colonnes de chiffres. Non. Donc, voilà. Il faut qu'on arrête de penser. Tu me fais pleurer, là, Geneviève, depuis tout à l'heure. Je sais, t'as les yeux là. C'est terrible. Mon équipe dit tout le temps, ça va, là. Oui, c'est la lumière. Je te vois depuis tout à l'heure avec tes yeux qui pleurent. T'as les yeux magnifiques. Pour ceux qui ne nous voient pas, elle a des yeux bleus magnifiques. Puis ils sont tellement sensibles. Elle pleure, elle larmoie depuis tout le podcast. Mais veux-tu donc, moi qui pensais que c'est moi qui la faisais pleurer. C'est pas les émotions. L'équipe rit tout le temps de moi parce que chaque fois que je fais des podcasts comme ça, mais c'est les yeux clairs, hein? Oui, c'est les yeux clairs. Mais on pourrait penser qu'elle est tellement émue d'être en notre présence. Bien sûr, c'est un plaisir d'être ici, Geneviève. Voilà. Tu sais, on parle beaucoup du côté professionnel qui, moi, je ressens qui prend une grande part de ta vie. Grande part. N'est-ce pas? Mais qu'en est-il du côté personnel? En fait, la question est la suivante. Comment tu fais? Pour Geneviève Motard, c'est quoi l'équilibre travail-famille avec une responsabilité comme être à la tête de l'ordre? Je dis à Nawel avant le podcast, vous n'allez pas aimer ma réponse. Ben, c'est pas que vous allez, mais ma réponse est surprenante. Moi, je crois pas à ça, l'équilibre travail-famille. C'est-à-dire que ça n'existe pas. On est deux. Et pourquoi? Je trouve que c'est pas rendre service aux femmes de leur dire, un jour, vous allez atteindre, c'est rainbows and unicorns, là. L'équilibre parfait en votre vie familiale et votre vie professionnelle. Professionnelle, ouais.
arrêter de courir après quelque chose qui n'existe pas. Je suis tout à fait d'accord. Alors, moi, j'appelle ça la gestion du chaos. C'est S'il ça. faut gérer son chaos, d'abord, premier élément, il faut avoir un mari exceptionnel. C'est ça. Oui. Le mien est exceptionnel. Bravo! Alors, trouvez-vous un conjoint, Exceptionnel. quelqu'un Absolument. dans votre vie qui va être votre partenaire de vie. Et moi et Philippe, on a fait ça. Philippe et moi, c'est la symbiose. On a chacun certaines responsabilités. Si je lui disais, Philippe, mardi à 2h, tu amènes Evelyne à telle adresse, tu lui donnes ce sac cadeau et tu vas la chercher à 5h. Il va me dire, OK. Pas de Il va problème. pas me dire pourquoi. Just do it. OK? C'est ça. Puis là, si lui m'arrive puis il me dit, tu payes cette facture-là du Oui. déneigeur, je pose pas de questions, je pose pas de prix. I just do it. OK? On a cette complicité, cette confiance mutuelle. Et c'est l'interchangeabilité. Philippe a été là autant que moi quand les enfants ont été jeunes. J'ai eu de l'aide à la maison, je ne me le cache pas, c'était ma recette. Moi, je voyage 50 fois par année, Philippe aussi dans le temps. Absolument. Alors, tu sais, on avait besoin d'aide à la maison, donc j'ai eu de l'aide à la maison d'une dame qui est encore dans notre vie, que mes enfants adorent, qu'on voit régulièrement. Et ça a été la gestion du chaos. Ouais. Moi, j'ai réussi à survivre ça en ayant ce que j'appelle mes non négociables. Oui. Il y a des choses dans la vie qui peuvent jamais être négociées. Alors, s'il y avait un Mommy and Daughter Tea Party le mardi à 2h, j'y allais. Ouais. Ça, c'était non négociable. Alors, je dis aux gens, vous devez travailler pour un employeur qui a les mêmes valeurs que vous. Parce que si l'employeur n'a pas les mêmes valeurs que Ça vous, clash. vite. ça clash, puis vous allez être malheureux. Alors, vous avez besoin d'un employeur qui va accepter que le mardi à 2h, vous allez au Mommy and Daughter Tea Exactement. Party. Et s'il n'accepte pas ça, vous ne travaillez pas pour le bon employeur. C'est Vous ne exact. pouvez pas avoir un Mommy and Tea Party 5 jours par semaine. Mais trouvez-vous ces non négociables. Il y a des gens pour qui c'est faire de l'exercice, c'est du temps en famille, c'est whatever. Whatever est votre non négociable. Alors, moi, c'était du temps avec mes enfants. Et j'ai eu un employeur qui a respecté ça. Très bien. Puis ça veut dire que peut-être je travaillais un peu plus ce soir. Ça veut dire que j'avais la dame qui m'aidait à la maison, m'aidait avec les repas. On a géré ce chaos-là. Mais dire que c'est facile, ça serait vous mentir au coin Non. de bras. Mais je trouve que c'est tellement pas rendre service aux femmes de dire ça existe l'équilibre Non. travail-famille, recherchez ça, vous allez être là parfaitement satisfait. C'est pas vrai, ça. C'est drôle. Tu nous diras après, c'est quoi ton mot à toi? Parce que je sais que tu veux parler de l'équilibre travail-famille. Puis attention à ce que tu vas dire, parce que tu as ta fille qui est à ta gauche, puis que je peux No vite, pressure, no pressure. like no pressure, mais je peux vite casser ce que tu vas dire ou pas. Mais en ce qui me concerne, Geneviève, c'est drôle, toi, tu as dit, c'est la gestion du chaos. Et moi, j'ai toujours dit, c'est la gestion des priorités. Regarde C'est ça. comment Ah ouais, c'est ça. chacune, on n'est que des Absolument. femmes ici, à notre façon. Moi, j'ai vite compris que c'était pas possible. Mais c'est pas possible. Quand je suis Ça devenue n'existe maman, pas. C'est pas j'ai possible. vite compris avec l'entreprise que c'est pas vrai qu'il y avait un équilibre. Mais non. Donc, pour moi, j'ai toujours dit, quand on parlait, parce qu'on a travaillé en famille pendant 20 Bien ans, sûr. moi, je disais, je gère mes priorités. C'est ça. Cette semaine ou ces 3 prochains jours, c'est les enfants, ma priorité. Exact. La semaine prochaine ou tel jour, c'est l'entreprise. C'est ça. Et c'est comme ça que T'as géré ton chaos. que je dois gérer. Exactement. Mais c'est intéressant de t'entendre dire la gestion du chaos. Je trouve ça cute. Moi, pour moi, c'était la gestion des priorités. Comment t'as géré, toi, l'équilibre travail, famille, maman? Je me demande pourquoi elle rit. Sérieux. Parce que j'ai hâte d'entendre ton explication. Je me demande. Mais je vous ai fait tous travailler. C'est le grand forté et l'extraordinaire façon de déléguer. Ben oui. Elle a été tellement intelligente, ma mère. C'est ça. Déléguer, c'était véritablement la délégation des tâches. Parce que, Absolument. encore une fois, on pouvait pas se permettre. On est arrivé ici, puis j'avais absolument rien. Ouais. Et là, quand il a fallu gérer la famille, il a fallu gérer la famille. Donc, chacun avait sa tâche, C'est ça. sa façon de faire. Et puis, on a fini par vivre. Tu sais, on parle de vivre en société, hein, Geneviève. Le respect de la gestion de cette vie en société, c'est aussi le respect de la gestion de vivre en communauté fermée, qui est donc un appartement, une maison, un bureau, Bien un sûr. travail. Être conscient de son environnement et respectueux de son environnement. Oui. Donc, t'as ta chambre, tu la gères.
Parce que on vit ensemble. Une salle de bain, on partage, chacun son tour la laver. Donc, c'est ça, pour moi. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. J'ai toujours dit aux femmes, à chaque fois qu'on me pose la question sur l'équilibre familial, je dis de quoi vous parlez? Mais non. De quoi vous parlez? Mieux. Tout simplement. Et je pense qu'il y a des femmes qui ne sont, je sais pas comment le dire de façon without sounding pejorative, mais il y a des femmes qui, je pense, ne s'attendent pas assez de leur mari. C'est de dire, écoute, là, tu m'aides. Pourquoi c'est juste moi, là? T'sais, pourquoi toutes ces responsabilités par défaut tombent sur moi? Et Philippe et moi, ça avait été très clair qu'on voulait avoir cette interchangeabilité, ce partnership-là. Puis je réalise que je suis l'exception. Puis je suis pas la règle. J'ai déjà un ami à Philippe qui m'a dit, we don't have what you guys have. Puis je dis, what do you mean? Mais c'est ça, il y a des vies de couple où on réalise que c'est très différent. C'est très différent. Puis moi, je dis aux femmes, mais il faut parler. Oui. Il faut juste parler. Oui. C'est tout. Si vos chums ont un problème avec ça, vous n'êtes pas avec la même chose qu'avec le travail. Tu nous l'as dit, t'as pas le bon patron sinon, t'as pas le bon chum sinon. C'est ça pour toi. À un moment donné, c'est soyez, puis jamais mettre ses valeurs de côté. Non. Si vous mettez vos valeurs de côté, vous allez être misérable. Il y a des non négociables. Il faut les garder, absolument. C'est non négociable. On parle, moi je t'entends là, puis tu dois avoir un leadership bien particulier. Je le dis dans mes mots, bien particulier, dans le sens que j'ai pas de mots là pour mettre l'adjectif moi-même, mais j'aimerais que ça vienne de toi, Geneviève, selon toi, ou selon ce que ton équipe a pu te dire, ou tes collaborateurs. Quel genre de leadership as-tu? Moi, je pense que je suis quelqu'un qui concilie la tête et le cœur. C'est ça que je dirais. J'ai aucun problème à gérer des conflits, à prendre des décisions. J'hésite pas. Je suis quelqu'un qui fonce. Je suis capable de casser les moules, de, ruffle feathers, prendre ma place, parler en public. Ça, aucun problème. Mais en même temps, je fais pas ça de façon narcissique. Puis je fais pas ça sans concilier que à la fin, nos décisions affectent des humains. Mm-hmm. Que si je suis moi tout seul en avant, sans l'équipe en arrière de moi, tu vas pas bien loin. Fait que je pense que j'ai cette habilité-là de concilier, d'être une boss qui peut prendre des décisions difficiles, qui peut mener, puis être la face d'une organisation, puis foncer, puis être très, très décisive. Bon, mais en même temps, je suis consciente de l'humain. Puis ça, je pense que c'est une force des femmes qu'on a de faire ça. Parce qu'on est capable de voir au-dessus de notre propre personne. Moi, je prends pas des décisions pour moi. Moi, je les prends pour l'organisation, pour la protection du public, Bon, souvent, ces deux choses-là vont ensemble, c'est bien. Mm-hmm. Mais c'est ça que mon équipe vous dirait, je pense. Mm-hmm. I can be a fierce leader, puis j'ai pas de il y aura toujours ce côté humain. Il y a ce côté humain où je suis très consciente qu'à la fin, une profession, un ordre, ça repose sur des gens. Absolument. Puis si moi, je mène, puis je lead, puis je suis en avant, puis j'ai personne qui me suit en arrière, je ne peux pas aller bien loin. Là, on va nulle part. Ouais, fait que moi, c'est ça. Moi, je pense que ça a été ça, la tête et le cœur, puis la transparence. Honnêtement, à mes employés, quand je vais bien, je leur dis. Quand je ne vais pas bien, je leur dis. Quand l'organisation va bien, je leur dis. Quand ça va pas bien, je leur dis. Puis je leur dis surtout comment vous pouvez m'aider pour... Ben oui. Fait que c'est ça. Moi, être authentique, être transparent. Très bien. Ouais, tough but fair. Ouais. On est rendu à notre moment que nous, on appelle les questions en rafale. Vas-y. Es-tu prête? Vas-y. Tu essaies de répondre le plus rapidement possible sans trop réfléchir. OK. Moi, je sais que tu as un parcours très bilingue. Hein? Oui. Tu es très bilingue. Oui. Alors, la première question, tu comptes en français ou en anglais? Je compte en français. Really? J'ai fait toute mon éducation en anglais, mais je compte en français. Très bien. Excel ou l'instinct? Excel ou l'instinct? L'instinct. L'instinct. Ta plus grande qualité de patronne? L'empathie. Ton plaisir coupable quand tu ne travailles pas? Oh, ben écoute. Mon plaisir coupable quand je travaille pas, c'était passer du temps avec mon chien qui est décédé dernièrement. Oh! Ouais. Le ski, c'est mon plaisir. Le ski, tu changes pour le ski? Le ski puis Stranger Things. Si tu n'avais pas été CPA, tu aurais été quoi? Oh mon Dieu. Si j'avais pas été CPA, j'aurais été sais que tu n'aurais pas été chirurgienne ou médecin. J'aurais pas été médecin. Probablement ressources humaines. OK. Un livre que tout entrepreneur devrait lire. It's Your Ship, Mike Abrashoff.
Le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Professionnel, c'est on engage sur la compétence et on remercie sur l'attitude. Wow. Wow! Première fois que j'entends celle-là. L'année 2026 pour l'Ordre des CPA en un seul mot? Sérénité. Yes. Ça a été tout un Merci, plaisir. quel bonheur. On a eu du plaisir. C'est un Hein? privilège. Franchement, là, je suis Merci. sûre que vous avez toutes sortes de gens ici. Fait que Ouais. merci de la plateforme que vous m'accordez. quand même. Un pur plaisir, Geneviève. Merci absolument. Merci Et beaucoup Madame la d'avoir été là. sénatrice, vous continuez votre excellent travail. Merci. Nawel aussi. Vous Au faites service. du super boulot. Au service. du citoyen. Au service Exact. du citoyen. Dans l'ombre. Oui. C'est ce qui... Dans l'ombre. C'est ce qui nous rallie, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. je pense C'est que la oui. promesse que Ouais. tu as faite. C'est la promesse que j'ai toujours faite Ouais. et que je vais maintenir. Et c'est un honneur de t'avoir reçu. Ah, Franchement. grand plaisir, Vraiment. mesdames, grand plaisir. Vraiment. À très bientôt. Au revoir. Au À revoir. très bientôt.